L'email est arrivé le 8 septembre, à 11h23 précise, juste au moment où je révisais les mémoires pour une affaire de fraude boursière prévue pour la semaine suivante. Il venait de Jessica Wright. Objet, mise à jour pour la fête d'anniversaire. Amanda, j'ai besoin de te parler de la fête d'anniversaire du 15 octobre. Michael et moi avons discuté de la liste des invités, et nous pensons qu'il serait préférable que tu ne viennes pas. Ses partenaires commerciaux seront présents, ainsi que plusieurs membres du conseil d'administration de TechVantage. Ce sont des relations extrêmement importantes pour sa carrière. Tu travailles pour le gouvernement, dans un certain cadre juridique, ce qui est très bien, mais ce n'est tout simplement pas le même niveau que ce que fait Michael. Je ne veux pas de conversation gênante sur les disparités de carrière. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous déjeunerons bientôt, juste toutes les deux. Je t'aime. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone sur le bureau en acajou de mon cabinet, à la cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Par ma fenêtre, je pouvais voir la silhouette de San Francisco, avec le Bay Bridge s'étendant au-dessus de l'eau. Ma sœur Jessica, de 3 ans ma cadette, avait épousé Michael Chin il y a 2 ans. Il était le PDG de TechVantage Solutions, une entreprise de logiciels de taille moyenne qui venait d'entrer en bourse. Cette introduction en bourse avait rendu Michael riche, pas milliardaire, mais suffisamment à l'aise pour que Jessica quitte son emploi dans le marketing. Elle passait désormais ses journées à organiser des galas de charité, et à redécorer leur maison de Pacific Heights. Je n'avais pas dit à Jessica que j'étais une juge fédérale. Ce n'était pas que je le cachais délibérément, je l'avais mentionné lorsqu'on m'avait nommé, il y a 4 ans. Elle avait répondu, « Oh, juge ? Comme au tribunal de police ?» J'avais précisé, « Tribunal fédéral », et elle avait hoché la tête d'un air vague, avant de changer de sujet pour parler de son nouveau petit ami. Ma famille n'avait jamais vraiment compris ce que je faisais, mes études de droit à Stanford, mon assistanat auprès d'un juge du 9e circuit, mes 8 années en tant que procureur fédéral adjointe, puis ma nomination au banc fédéral à 36 ans. Pour eux, ce n'était que du travail de fonctionnaire, rien d'aussi impressionnant que d'être le mari de Jessica et de diriger une entreprise. Mon greffier, David, a frappé à la porte et est entré avec une pile de nouveaux dossiers. Juge Wright, nous venons de recevoir les affectations de cas pour le mois prochain. On vous a confié la grosse affaire de brevet de TechVantage. J'ai levé les yeux. TechVantage? Oui, la société de logiciels. Ils sont poursuivis par Neural Dynamics pour violation de brevet. 340 millions d'euros de dommages et intérêts sont réclamés. Ça va être énorme, avec beaucoup d'attention médiatique et des questions techniques complexes. Il a posé le dossier sur mon bureau. Le PDG est personnellement cité comme défendeur, aux côtés de l'entreprise, Michael Chin. Il est indiqué ici qu'il a été directement impliqué dans les décisions de développement, qui auraient enfreint les brevets. Mon estomac s'est noué. Michael Chin, vous le connaissez? Il est marié à ma sœur, ai-je répondu. Les yeux de David se sont agrandis. Oh, c'est. Devez-vous vous récuser? J'ai ouvert le dossier, parcourant les détails de l'affaire. TechVantage Solutions aurait copié des algorithmes exclusifs d'un concurrent, Neural Dynamics, pour les intégrer à leurs produits phares. Le plaignant réclamait 340 millions d'euros de dommages et intérêts, ainsi qu'une injonction qui pourrait paralyser la principale source de revenus de TechVantage. Michael était nommé personnellement parce qu'il aurait ordonné à ses ingénieurs d'étudier le code de Neural Dynamics, après l'échec d'une négociation de fusion. Si le plaignant parvenait à prouver une infraction intentionnelle, les dommages pourraient être triplés. Je vais examiner les normes de récusation, ai-je dit. Mais le fait d'être lié par alliance à un défendeur n'impose pas automatiquement une récusation, si je peux rester impartial. Et je peux l'être. Êtes-vous sûr? Ce sera une affaire très médiatisée. J'en suis sûr. J'ai refermé le dossier. Organisez une conférence de cabinet pour la semaine prochaine. Je veux que les 2 équipes juridiques soient ici pour discuter du calendrier du procès. Après le départ de David, je suis resté assise avec le dossier, réfléchissant à l'email de Jessica. Tu travailles pour le gouvernement dans un certain cadre juridique. J'étais une juge de la Cour de district des États-Unis. J'avais une nomination à vie. Je présidais des affaires impliquant des milliards d'euros, des questions constitutionnelles et des sujets d'importance nationale. L'année dernière, j'avais géré un recours collectif contre une société pharmaceutique, une affaire d'antitrust contre une grande firme technologique,
et une poursuite complexe pour fraude boursière. Et ma sœur pensait que j'occupais un simple petit boulot au gouvernement. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse à l'email de Jessica, je comprends. Profitez bien de votre fête. Je ne lui ai pas parlé de l'affaire. Elle l'apprendrait bien assez tôt. Les 3 semaines suivantes ont été absorbées par d'autres procès et requêtes. J'ai condamné un accusé dans une affaire de criminalité en col blanc, statué sur des motions de jugement sommaire dans 2 affaires civiles, et présidé la sélection des jurés pour un litige de marque. Le 29 septembre, les équipes juridiques de TechVantage sont arrivées pour la conférence de cabinet. J'avais examiné tous les actes de procédure. Le dossier était solide des 2 côtés, avec de bons arguments sur la validité du brevet et sur la question de savoir si le code de TechVantage était réellement contrefait. Y aurait-il un procès? Aucun règlement à l'amiable ne semblait probable, compte tenu des enjeux. L'équipe du plaignant est arrivée en premier, 3 avocats de Morrison et Hewitt, l'un des cabinets de litige d'élite de San Francisco. Puis vint l'équipe de défense de TechVantage, de chez Caldwell Roberts, tout aussi prestigieuse, accompagnée de Michael Chin. Il est entré dans mon bureau vêtu d'un costume coûteux, dégageant l'assurance d'un homme d'affaires accompli et confiant, impeccable, habitué à être la personne la plus importante de la pièce. Au début, il ne m'a pas reconnu. Pourquoi l'aurait-il fait? Il ne m'avait rencontré que 4 fois, lors de leur fête de fiançailles, au mariage, et lors de 2 dîners de famille. À chaque occasion, il s'était montré poli mais distant, visiblement plus intéressé par le réseautage avec les amis de mes parents que par la discussion avec la sœur de sa femme, qui occupait un job au gouvernement. Je me suis assise derrière mon bureau, en robe de magistrat. Bonjour, messieurs les avocats. Monsieur Chin, je vous en prie, asseyez-vous. L'avocat principal de Michael, Gerald Caldwell, a pris la parole en premier. Votre honneur, merci de nous accorder ce temps. Nous souhaitions discuter du calendrier du procès et des éventuelles motions in limine. Il s'est arrêté, car Michael venait de laisser échapper un petit bruit étouffé. Monsieur Chin, ai-je dit, tout va bien? Il me fixait, me regardant réellement pour la première fois. Ses yeux se sont posés sur la plaque signalétique de mon bureau, l'honorable Amanda Wright. Il a regardé ma robe, puis le sceau des États-Unis derrière moi. Vous êtes, a-t-il commencé, avant de s'interrompre. Juge Wright? Amanda Wright? Oui, ai-je répondu. Vous êtes la sœur de Jessica. Je le suis. Son visage était devenu livide. Gerald Caldwell nous regardait tour à tour, confus. Votre honneur, y a-t-il un conflit dont nous devrions être informés? Monsieur Chin est marié à ma sœur, ai-je déclaré calmement. J'ai examiné les normes de récusation. Mon lien avec Monsieur Chin est par alliance, non par le sang. Je n'ai aucun intérêt financier dans l'issue de cette affaire. Je peux présider de manière impartiale. Toutefois, si l'une des parties souhaite déposer une motion de récusation, vous êtes libre de le faire. L'avocate du plaignant, Sandra Morrison, est intervenue. Votre honneur, le plaignant n'a aucune objection à ce que vous présidiez. Nous avons toute confiance en votre impartialité. Gerald s'est tourné vers Michael, qui me fixait toujours comme si je venais d'apparaître d'une autre dimension. Monsieur Chin, avez-vous des inquiétudes quant à la capacité de la juge Wright à être équitable? Michael a dégluti difficilement. Non. Aucune inquiétude. Alors nous allons poursuivre, ai-je dit. Le procès est fixé au 5 décembre. Cela vous donne 2 mois pour les dernières phases d'enquête et le dépôt des requêtes. Je veux que toutes les motions préalables au procès soient déposées d'ici le 1er novembre. Les instructions au jury sont attendues pour le 15 novembre. Des questions? Nous avons passé les 40 minutes suivantes à discuter de détails techniques, de témoins experts, de listes de preuves et de la durée estimée du procès. Michael n'a pas dit un mot. Il est resté assis, semblant de plus en plus mal à l'aise, tandis que je dirigeais la conférence avec efficacité, imposant des délais stricts et précisant que ce procès se déroulerait selon mon calendrier, et celui de personne d'autre. À la fin de la conférence, Gerald et son équipe sont sortis. Michael a hésité sur le pas de la porte. Juge Wright, pourrais-je vous parler un instant? Les avocats du plaignant étaient déjà partis. J'ai fait un signe de tête à David, qui a fermé la porte, nous laissant seuls, Michael et moi. Je ne savais pas, a dit Michael. Jessica ne m'a jamais dit que vous étiez une juge fédérale.
Avez-vous déjà demandé ce que je faisais? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je supposais que vous étiez avocate, une juriste pour le gouvernement, ou quelque chose comme ça. J'ai été procureur fédéral adjointe pendant 8 ans. Ensuite, j'ai été nommé au banc fédéral. Jessica disait que vous travailliez pour le gouvernement. Elle donnait l'impression qu'il s'est interrompu. Que ce n'était pas important. J'ai terminé sa phrase, comme si ce n'était pas au même niveau que de diriger une entreprise technologique. Son visage s'est empourpré. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous le pensiez. Tous les deux. C'est pour ça que je n'ai pas été invité à votre fête d'anniversaire. Trop gênant d'avoir la sœur sous-performante en présence de vos importants partenaires commerciaux. Ce n'est pas, il s'est arrêté. Écoutez, je suis désolé pour la fête. Jessica m'a dit que vous seriez mal à l'aise avec ce milieu d'affaires. J'ai accepté parce que je ne pensais pas que c'était si grave. Ce n'était pas grave, ai-je acquiescé. Et cette affaire ne sera pas grave non plus, du moins en ce qui concerne nos relations personnelles. Dans cette salle d'audience, vous êtes un défendeur dans une affaire de violation de brevet de 340 millions d'euros. Et moi, je suis la juge qui veillera à ce que vous ayez un procès équitable. C'est tout. Il est resté planté là, en proie à un dilemme intérieur. Finalement, il a demandé, pouvez-vous vraiment être impartial? Jessica est votre sœur. Monsieur Chin, j'ai présidé des affaires impliquant des entreprises dont je possédais des actions, je me suis simplement récusé pour ces cas spécifiques. J'ai traité des dossiers impliquant des avocats avec qui j'avais fait mes études. J'ai condamné des accusés pour les familles desquelles j'éprouvais de la sympathie. Être impartial ne signifie pas n'avoir aucun lien humain. Cela signifie mettre ces liens de côté, pour appliquer la loi de manière juste. Je me suis penché légèrement en avant. Et je vous promets que je suis très doué dans mon travail. Il est parti sans un mot de plus. Le soir même, mon téléphone a sonné. Amanda, c'est quoi ce délire? Bonjour à toi aussi, Jessica. Michael vient de me dire que tu es la juge sur son affaire. Son énorme affaire qui pourrait détruire son entreprise. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Quand est-ce que j'aurais pu te le dire? Avant ou après que tu m'aies des invités de ta fête d'anniversaire? Un silence s'est installé, puis, ce n'est pas juste. Vraiment? Tu as été très clair sur le fait que mon job au gouvernement n'était pas assez impressionnant pour être vu par les associés de Michael. Maintenant, tu es contrarié que mon job au gouvernement consiste à présider son procès. Tu es une juge fédérale? Tu n'as jamais dit que tu étais une juge fédérale. Jessica, je te l'ai dit quand j'ai été nommé, il y a 4 ans. Tu m'as demandé si c'était comme le tribunal de police. J'ai répondu le tribunal fédéral. Tu as dit c'est bien et tu m'as demandé si je voyais quelqu'un en ce moment. Nouveau silence. Tu ne parles jamais de ton travail, a-t-elle fini par dire. Tu ne donnes jamais l'impression que c'est important. Parce que chaque fois que j'essaie, tu changes de sujet. Quand je t'ai parlé du recours collectif contre l'entreprise pharmaceutique, tu m'as coupé pour parler de la rénovation de ta cuisine. Quand j'ai mentionné mon témoignage devant le Congrès sur la réforme des peines, tu m'as demandé si j'avais rencontré des célébrités. Je ne savais pas que c'était un tel événement. Il ne s'agit pas de savoir si c'est un événement. Il s'agit du fait que tu n'as jamais été assez intéressé pour découvrir ce que je fais réellement. J'ai soupiré. Écoute, l'affaire sera traitée équitablement. Michael aura le même procès que n'importe qui dans ma salle d'audience. Rien de plus, rien de moins. Est-ce que tu ne peux pas simplement? Je ne sais pas te récuser? Prendre un autre juge? Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Il n'y a aucune base légale pour une récusation, et je ne vais pas me retirer d'une affaire qui m'a été assignée, simplement parce que c'est gênant pour toi. Cela pourrait détruire l'entreprise de Michael. Tu comprends ça? S'il perd, Techvantage pourrait faire faillite. Nous pourrions tout perdre. Alors son avocat devrait construire une défense solide. C'est comme ça que fonctionne le système judiciaire. Tu y prends du plaisir, a-t-elle dit avec amertume. Tu aimes avoir ce pouvoir sur nous. Cela m'a blessé. Je ne prends plaisir à rien du tout. Je fais mon travail. Si tu ne peux pas comprendre la différence, c'est ton problème, pas le mien. Elle a raccroché.
Je suis restée assise dans mon appartement, observant les lumières de la ville, me demandant si j'aurais dû me récuser. Non pas parce que je ne pouvais pas être impartial, je savais que je le pouvais, mais parce que cela allait détruire le peu de relations qu'il me restait avec ma sœur. Mais ensuite, j'ai pensé à la loi, à la justice, au serment que j'avais prêté d'administrer la loi sans faveur ni préjugés. J'ai pensé aux centaines de plaignants et de défendeurs qui venaient dans ma salle, convaincus qu'ils seraient traités équitablement, quelle que soit leur relation. Je ne pouvais pas me récuser juste pour mettre ma famille à l'aise. Ce serait, en soi, une forme de partialité. Les 6 semaines suivantes ont été un tourbillon de motions préalables. Techvantage a déposé une motion de rejet, arguant que les brevets étaient invalides. Je l'ai rejeté, c'était une question pour le jury. Le plaignant a déposé des motions in limine pour exclure certains témoignages d'experts. J'en ai accordé 2, et en ai refusé 3. Chaque document, chaque requête, chaque ordonnance que je rendais était scrutée de près. La presse technologique couvrait l'affaire de manière intensive. Des blogs juridiques analysaient mes décisions, cherchant le moindre soupçon de biais. Ils n'en trouvèrent aucun. J'étais scrupuleusement juste, appliquant la loi comme je l'aurais fait pour n'importe quelle affaire. Michael est apparu à plusieurs audiences, toujours professionnel, sans jamais reconnaître notre lien personnel devant les autres. Mais je pouvais voir le stress sur son visage. Cette affaire était une question de survie pour Techvantage. Si le jury concluait à une infraction intentionnelle, les dommages triplés pourraient atteindre plus d'1 milliard d'euros. L'entreprise s'effondrerait. Jessica a cessé de me parler totalement. Elle a bloqué mon numéro. Nos parents ont appelé, confus, demandant ce qui se passait. J'ai expliqué la situation. Mon père a pris mon parti, tu dois faire ton travail, ma chérie. Ma mère a pris celui de Jessica, ne peux-tu pas confier l'affaire à quelqu'un d'autre pour l'harmonie familiale? Il n'y avait aucune harmonie familiale à préserver. Il n'y en avait jamais eu vraiment, juste l'illusion d'une proximité, parce que nous partagions le même ADN et les mêmes dîners de fête. Le 20 novembre, 2 semaines avant le procès, Gérald Caldwell a demandé une conférence de cabinet d'urgence. Les 2 équipes juridiques se sont entassées dans mon bureau. Votre honneur, a commencé Gérald, le plaignant a fait une offre de règlement, 175 millions d'euros, accompagnée d'un accord de licence. Mon client l'examine, mais le conseil d'administration veut avoir des certitudes sur le calendrier du procès et les issues potentielles, avant de prendre une décision. Sandra Morrison a hoché la tête. Nous sommes prêts à transiger pour éviter l'incertitude d'un procès. Mais si M. Chin rejette cette offre et perd au procès, nous réclamerons le maximum de dommages et intérêts, y compris pour infraction intentionnelle. J'ai regardé Michael. Il était assis, rigide, la mâchoire serrée. C'était le moment décisif, accepter le règlement pour sauver l'entreprise, tout en admettant ses torts, ou aller au procès et tout risquer. Monsieur Chin, ai-je dit, c'est votre décision, pas la mienne. Mais vous devez savoir que les procès sont imprévisibles. Les jurés sont imprévisibles. Vous pourriez gagner totalement, comme vous pourriez perdre de façon catastrophique. Un règlement vous apporte la certitude. Votre honneur, a-t-il demandé prudemment, pensez-vous que nous avons enfreint ces brevets? Ce que je pense est hors de propos. Le jury décidera en fonction des preuves. Mais si vous deviez deviner? Je ne devine pas, monsieur Chin. J'évalue les preuves et j'applique la loi. C'est ce que fera le jury. J'ai marqué une pause. Mais je dirais ceci, le plaignant dispose de preuves solides. Vos ingénieurs ont accédé à leur code. Votre produit contient des algorithmes similaires. Savoir si cela constitue une violation de brevet est une question délicate. Très délicate. Gérald et Michael ont échangé un regard. Nous devons en discuter, a dit Gérald. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour accepter le règlement. Après cela, nous irons au procès. Je me suis levé. Autre chose? Ils sont sortis. Michael a été le dernier à partir. Sur le seuil, il s'est retourné. Si c'était votre entreprise, accepteriez-vous le règlement? J'aurais dû refuser de répondre. C'était inapproprié. Mais quelque chose dans son regard, la peur, le désespoir m'a rendu humaine un instant, au-delà de ma fonction de juge. Si c'était mon entreprise, j'examinerais les preuves objectivement et je me poserais une seule question, suis-je assez certain de la victoire pour tout risquer?
Parce que c'est ce que vous faites, vous risquez tout. J'ai encore marqué un temps d'arrêt. Mais vous seul pouvez dire si le risque en vaut la peine. Il a hoché la tête et est parti. Le 28 novembre, TechVantage a accepté le règlement, 175 millions d'euros plus un accord de licence qui leur coûterait 20 millions supplémentaires sur 5 ans. Cela allait fragiliser les finances de l'entreprise, imposer des licenciements et faire chuter le cours de l'action, mais elle survivrait. Le règlement nécessitait l'approbation du tribunal. J'ai tenu une audience le 1er décembre pour examiner les termes de l'accord, et m'assurer qu'ils étaient justes et raisonnables. Michael est apparu avec son équipe juridique. Il semblait épuisé et des cernes sous les yeux, son costume flottant un peu plus qu'il y a 2 mois. J'ai examiné l'accord ligne par ligne. C'était équitable. Les 2 parties faisaient des concessions importantes. Le plaignant renonçait à la possibilité de dommages triplés. TechVantage n'admettait aucun acte répréhensible, mais payait une somme substantielle. Monsieur Chin, ai-je demandé, concluez-vous ce règlement librement et volontairement, en comprenant tous les termes? Oui, votre honneur. Comprenez-vous qu'en transigeant, vous renoncez à votre droit de voir un jury déterminer les faits de cette affaire? Je comprends. Très bien. Le règlement est approuvé. J'ai signé l'ordonnance. Cette affaire est classée définitivement. L'audience est levée. Les avocats ont rangé leur dossier. Michael s'est levé lentement, me regardant. Merci, votre honneur, a-t-il dit doucement. Je n'ai rien fait d'autre qu'approuver un règlement équitable. C'est vous et le plaignant qui avez pris la décision. Tout de même, merci. Il est parti. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Affaire classée, drame familial terminé, tout le monde reprenant le cours de sa vie. Mais le 10 décembre, Jessica s'est présentée au tribunal. Elle n'était jamais venue me voir au travail, elle ne savait même pas où se trouvait mon bureau. Ma secrétaire, Margaret, m'a appelé. Juge Wright, votre sœur est ici. Elle dit que c'est urgent. Je l'ai fait monter. Jessica avait changé au plus mince, fatiguée. Ses vêtements coûteux semblaient être des déguisements, et non plus le reflet de ce qu'elle était vraiment. Je suis désolé, a-t-elle dit dès qu'elle est entrée dans mon cabinet. Je suis tellement désolé, Amanda. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Pourquoi exactement? Pour ne pas t'avoir vu. Pour ne pas avoir compris ce que tu faisais. Pour avoir pensé que le travail de Michael était plus important que le tien. Pour tout. Elle a serré ses mains l'une contre l'autre. Ce règlement nous détruit financièrement. Michael pourrait perdre son emploi, le conseil d'administration parle de le remplacer. Et tout ce à quoi je peux penser, c'est à la façon dont je t'ai dit de ne pas venir à notre fête, parce que ton petit boulot au gouvernement n'était pas assez impressionnant. Jessica. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle a pris une inspiration tremblante. Je t'ai observé dans cette salle d'audience, lors de l'audience de règlement. Tu étais si impressionnante, si sûre de toi. Tu connaissais chaque détail du dossier, chaque norme juridique, chaque précédent. Les avocats de Michael, qui facturent 1200 € de l'heure, s'en remettaient à ton jugement. Et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui tu étais. Ma propre sœur, et je ne te connaissais pas. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. J'ai appelé maman après le règlement. J'étais furieuse. J'ai dit que tu aurais pu nous aider, que tu aurais pu décider différemment, faire quelque chose. Et elle m'a répondu, Jessica, ta sœur est l'une des juges fédérales les plus respectées de Californie. Elle ne peut pas compromettre son intégrité pour qui que ce soit, pas même pour sa famille. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle a toujours été. Jessica a essuyé ses yeux. Et j'ai compris que maman te connaît mieux que moi. Maman, à qui tu parles à peine. Elle sait ce que tu fais, elle sait ce que tu as accompli, elle sait qui tu es. Et moi, non. Tu n'as jamais demandé, ai-je simplement rappelé. Je sais. J'étais tellement absorbé par ma propre vie, par la réussite de Michael, par le fait d'être la femme d'un PDG. Je voulais être importante par association, parce que je ne pensais pas l'être par moi-même. Et toi? Tu étais réellement importante, tu faisais un travail qui comptait vraiment, et je ne l'ai même pas vu. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Le règlement était la bonne décision, ai-je fini par dire. Si vous étiez allé au procès,
vous auriez pu tout perdre. De cette façon, TechVantage survit. Michael garde son poste, au moins pour l'instant. Vous allez reconstruire. Je sais. Son avocat a dit que tu lui avais donné un bon conseil. Que le fait de lui demander s'il était assez sûr de lui pour tout risquer l'a vraiment fait réfléchir à la force de son dossier. Elle m'a regardé. Tu l'as aidé, même après que nous t'ayons exclu, méprisé, traité comme si tu n'avais aucune importance. Je l'ai aidé parce que c'était la chose juste à faire, et parce que, malgré tout, c'est ton mari. Je ne veux pas te voir souffrir. Tu le devrais pourtant. J'ai été affreuse avec toi. C'est vrai, ai-je admis. Mais tu restes ma sœur. Jessica a alors éclaté en sanglots, pas des larmes discrètes, mais des pleurs profonds et déchirants. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne te mérite pas. Probablement pas, ai-je dit avec un léger sourire. Mais tu reçois les deux quand même. Avec le temps. Avec le temps? Ça ne se répare pas du jour au lendemain, Jessica. Tu as passé des années à ne pas me voir. J'ai passé des années à me sentir invisible pour ma propre famille. Nous pouvons reconstruire, mais cela demandera du temps et des efforts. De vrais efforts. Je le ferai. Quoi qu'il en coûte. Elle a essuyé son visage. Est-ce que je peux commencer par t'interroger sur ton travail? En posant de vraies questions, et en écoutant vraiment. Alors, je lui ai parlé de mes études de droit, de la poursuite des criminels en col blanc quand j'étais procureur, et des affaires qui m'avaient mis au défi ou transformé. Je lui ai expliqué ce que cela signifiait d'être nommé au banc fédéral à 36 ans, d'être l'une des plus jeunes juges du district, et de porter la responsabilité de rendre la justice, de tenir le destin des gens entre mes mains, en essayant d'être équitable dans un système imparfait. Elle a écouté, très attentivement, a posé des questions et a cherché à comprendre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Tu es une sacrée pointure. » J'ai ri. Je suis une juge fédérale. On n'est pas censé être des pointures. Eh bien, tu en es une. Et je suis désolé de ne pas l'avoir su plus tôt. Au cours des 6 mois suivants, Jessica et moi avons reconstruit notre relation. Lentement, elle est venue déjeuner à mon bureau une fois par mois. Elle a assisté à une audience publique où je présidais une affaire environnementale de haut niveau. Assise dans le public, elle m'a regardé travailler. Elle a commencé à lire des articles sur mes dossiers, posant des questions réfléchies, et essayant de saisir les raisonnements juridiques. Michael a eu du mal. Le règlement avait entaché la réputation de TechVantage. Le cours de l'action a chuté. En mars, le conseil d'administration l'a poussé vers la sortie. Il a accepté un poste de directeur de l'exploitation dans une entreprise plus petite, un déclassement significatif. Ce fut une leçon d'humilité pour tous les deux. La grande maison de Pacific Heights a été mise en vente. Les voitures de luxe ont été vendues. Jessica a trouvé un emploi, un vrai travail dans le marketing pour une organisation à but non lucratif. Ils ont réduit leur train de vie et, d'une certaine manière, cela a fait d'eux de meilleures personnes. En avril, ils m'ont invité à dîner dans leur nouvel appartement, plus modeste, dans le quartier de la Marina. Merci, a dit Michael devant un plat de pâtes que Jessica avait cuisiné elle-même, de nous avoir traités équitablement, de m'avoir donné de bons conseils, et de ne pas avoir retenu contre nous notre ignorance. Je ne faisais que mon travail. Tu as fait plus que ça. Tu t'es montrée plus humaine que ce que nous méritions. Il a posé sa fourchette. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, à la façon dont j'ai méprisé ta carrière, et au fait que je n'ai jamais pris la peine d'apprendre ce que tu faisais vraiment. C'était arrogant, et c'était sexiste. Je n'aurais jamais fait ces suppositions pour un beau-frère qui serait juge fédéral, mais pour une belle-sœur? J'ai simplement supposé que ce n'était pas si important. Probablement, ai-je reconnu. J'y travaille. Jessica m'aide à voir mes angles morts, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Jessica a pris ma main par-dessus la table. Nous y travaillons tous les deux. Pour être meilleurs, pour voir les gens tels qu'ils sont, au lieu de faire des suppositions. C'est tout ce qu'on peut faire, ai-je dit. Nous avons discuté tard dans la nuit de leur nouvelle vie, de mes dossiers en cours, ceux dont je pouvais parler, et de leurs projets. C'était différent d'avant, basé sur une connaissance réelle l'une de l'autre, plutôt que sur des politesses de façade. Au moment de partir, Jessica m'a serré fort dans ses bras. « Je suis fière de toi », a-t-elle chuchoté.
J'aurais dû te le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis si fier de qui tu es et de ce que tu accomplis. Merci, ai-je répondu. Ça compte beaucoup pour moi. En rentrant chez moi, j'ai repensé à la notion de justice. Dans une salle d'audience, la justice consiste à appliquer la loi équitablement, sans parti pris, en donnant à chacun une chance égale d'être entendu. Dans la vie, la justice est plus complexe. Elle consiste à être perçue pour ce que l'on est vraiment. Elle signifie que vos accomplissements soient reconnus, et non ignorés. Elle signifie être valorisé, non pas malgré vos choix, mais grâce à eux. Pendant des années, je n'avais pas eu cela avec ma famille. J'avais le respect professionnel, la reconnaissance publique, l'estime de mes collègues, mais pas la validation familiale. Aujourd'hui, j'avais peut-être enfin les deux. Un an plus tard, j'ai présidé la cérémonie de naturalisation de 50 nouveaux citoyens américains. C'est l'une de mes fonctions judiciaires préférées, accueillir des gens qui ont travaillé si dur pour faire partie de ce pays. Jessica et Michael étaient là, assis dans la galerie publique. Après la cérémonie, ils ont attendu que j'aie fini de féliciter chaque nouveau citoyen. C'était magnifique, a dit Jessica quand je les ai enfin rejoints. Te voir là-haut, faire prêter le serment, accueillir ces gens. J'en ai pleuré. C'est une cérémonie très émouvante. C'est vrai, mais j'ai aussi pleuré parce que j'étais fier, et parce que j'aurais aimé te voir faire ça il y a des années. J'aurais aimé m'intéresser à ta vie plus tôt. Michael a hoché la tête. On a manqué beaucoup de choses, mais on est là maintenant. Oui, vous l'êtes, ai-je souri. Nous sommes allés déjeuner dans un restaurant près du tribunal. Alors que nous marchions dans le quartier financier, des gens m'ont reconnu. Un avocat m'a salué respectueusement, une étudiante en droit a pris son courage à deux mains pour se présenter et m'interroger sur des opportunités de stage, un condamné, à qui j'avais ordonné des travaux d'intérêt général au lieu de la prison. S'est arrêté pour me remercier de lui avoir donné une seconde chance. Jessica observait tout cela avec émerveillement. Les gens te respectent. Ils te respectent vraiment. Certains. D'autres pensent que je suis trop clémente, ou trop sévère. On ne peut pas plaire à tout le monde dans ce métier. Mais tu essaies d'être juste, toujours. Pendant le déjeuner, Michael m'a interrogé sur une affaire qui faisait la une des journaux, un procès antitrust majeur que je dirigeais. J'ai expliqué les enjeux juridiques, les arguments des deux parties, et la difficulté de trouver l'équilibre entre l'innovation et les pratiques monopolistiques. Comment décides-tu, a-t-il demandé. Quand les deux camps ont de bons arguments, comment choisis-tu? J'applique la loi du mieux que je la comprends. Je suis les précédents. J'examine les faits soigneusement, et je prends la décision qui me semble la plus conforme à la justice et à la loi. J'ai marqué une pause. Et parfois, je me trompe. C'est pour ça qu'il existe des cours d'appel. As-tu déjà été désavoué? 3 fois en 4 ans. Une fois, je pense que la cour d'appel avait raison, j'avais mal appliqué une norme. 2 fois, je pense qu'ils avaient tort. Mais c'est ainsi que le système fonctionne. Personne n'est infaillible. Jessica a souri. Tu es tellement honnête sur tes limites. La plupart des gens n'admettraient pas faire des erreurs. La plupart des gens ne sont pas des juges fédéraux. Nous devons être honnêtes sur les limites de nos connaissances et de notre jugement. Le moment où vous commencez à vous croire infaillible est celui où vous devenez dangereux. Après le déjeuner, Jessica m'a raccompagné au tribunal. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, j'aimerais organiser une fête pour toi. Une célébration de ta carrière, de tes réussites. On inviterait tes collègues, tes amis de la faculté, des gens qui comprennent vraiment ce que tu fais. Est-ce que ça te plairait? J'ai pris un moment de réflexion. Une fête avec des gens qui me connaissaient, qui respectaient mon travail, qui n'avaient pas besoin d'explications ou de justifications pour mes choix. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Parfait, parce que tu mérites d'être célébré. Tu l'as toujours mérité. Je suis juste désolé d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. La fête a eu lieu en juin, sur un toit terrasse surplombant la baie. 50 invités, des juges, d'anciens assistants, des amis d'études, et des collègues de l'époque où j'étais procureur. Le juge en chef de notre circuit était présent. 2 de mes mentors sont venus. Sandra Morrison, l'avocate du plaignant dans l'affaire TechVantage, a apporté une excellente bouteille de vin et a dit à Jessica, votre sœur est l'un des esprits juridiques les plus brillants que j'ai rencontrés.
Vous devriez être très fière. Jessica rayonnait. Je le suis. J'ai prononcé un court discours pour remercier tout le monde d'être venu, de m'avoir soutenu au fil des ans, et d'avoir fait partie de mon parcours professionnel. Je n'ai pas évoqué les années d'incompréhension de ma famille, je me suis concentré sur la gratitude envers ceux qui m'avaient vu tel que j'étais. Mais à la fin, j'ai ajouté, et je tiens à remercier ma sœur Jessica et son mari Michael d'être ici ce soir, d'avoir pris le temps de s'intéresser à mon travail, et de me soutenir même lorsqu'ils ne comprenaient pas tout à fait ce que je faisais. La famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est être présent. Et ils sont présents maintenant. Cela signifie tout pour moi. Jessica pleurait encore des larmes de joie cette fois. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Michael m'a prise à part. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ressens le besoin de le répéter. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu, d'avoir méprisé ton travail, et d'avoir participé à ton exclusion. Si je pouvais revenir en arrière et faire les choses différemment. Tu ne peux pas, les jeux interrompus doucement. Aucun de nous ne peut revenir en arrière. Nous pouvons seulement aller de l'avant, et faire mieux. Alors je te promets que je ferai mieux. Nous le ferons tous les deux. Je sais que vous le ferez. Il a hésité, puis a demandé, est-ce que je peux te poser une question? À propos de l'affaire. As-tu jamais eu envie de trancher contre moi, pour me punir de la façon dont nous t'avions traité? J'ai songé à mentir, à dire que non, que je n'avais jamais ressenti cette tentation, mais l'honnêteté était cruciale. Pendant environ 30 secondes, quand j'ai reçu l'affectation du dossier, j'ai pensé à quel point il serait satisfaisant de rejeter chacune de vos requêtes. De vous voir vous débattre. J'ai souri légèrement. Et puis je me suis souvenu de mon serment, de ma responsabilité, et du fait que la justice ne peut pas être personnelle. Alors, j'ai laissé tomber. Ça a dû être difficile. C'était la chose juste à faire. C'est ce qui comptait. Il a hoché la tête lentement. Tu es une meilleure personne que moi. Je suis simplement une personne qui a choisi une carrière exigeant de l'intégrité. Tu fais un travail important toi aussi, Michael. Diriger des entreprises, créer des emplois, innover. C'est juste un travail différent. Aucun n'a plus de valeur que l'autre. Ils sont simplement différents. Jessica m'a dit quelque chose de similaire l'autre jour, qu'elle avait passé des années à penser que la réussite en entreprise était la seule qui comptait, qu'elle avait intériorisé l'idée que gagner de l'argent était plus important que servir le public, et qu'elle s'était trompée. Elle apprend, ai-je dit. Nous apprenons tous. 2 ans après l'affaire TechVantage, j'ai été promu à la cour d'appel du 9e circuit. Cette nomination était un honneur immense. Les juges de circuit entendent les appels de tous les tribunaux de district de l'Ouest des États-Unis, créant ainsi des précédents qui affectent des millions de personnes. Mon audience de confirmation a été intense. Les sénateurs m'ont interrogé sur ma philosophie judiciaire, mes décisions passées, et mon approche de la loi. Jessica était assise dans le public, observant chaque instant. Lorsqu'un sénateur a loué mon engagement envers l'équité et l'application réfléchie du droit, j'ai vu son visage s'illuminer de fierté. La confirmation a été votée. J'ai prêté serment par une matinée fraîche d'octobre, au palais de justice de San Francisco. Le juge en chef des États-Unis a reçu mon serment. 200 personnes étaient présentes. Jessica et Michael étaient assis au premier rang, à côté de mes parents. Ma mère pleurait, mon père rayonnait, et Jessica me regardait avec quelque chose que je n'avais encore jamais vu, une compréhension authentique de qui j'étais, et de ce que j'avais accompli. Lors de la réception qui a suivi, Jessica m'a présenté à plusieurs personnes. Voici ma sœur, la juge Amanda Wright. Elle vient d'être confirmée au 9e circuit. C'est l'une des plus jeunes juges d'appel du pays. Plus de ma sœur qui travaille pour le gouvernement. Plus de références vagues à une carrière juridique. Des affirmations claires, et empreintes de fierté. Ce soir-là, lors d'un petit dîner de famille, mon père a levé son verre. À Amanda. Nous avons toujours su que tu étais spéciale, mais je pense que nous n'avions pas compris à quel point avant ces derniers temps. Tu as accompli quelque chose de remarquable. Tu as bâti une carrière fondée sur l'intégrité, l'intelligence et l'équité. Nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû te le dire plus souvent. Vous me le dites maintenant, ai-je répondu. C'est ce qui compte. Jessica s'est levée. Je veux dire quelque chose aussi. Amanda,
j'ai passé des années sans te voir vraiment. Non pas parce que tu étais invisible, mais parce que j'avais choisi de ne pas regarder. J'étais menacé par ta réussite, intimidé par ton intelligence, et trop peu sûr de moi pour admettre que ma petite sœur avait accompli plus que je ne le ferais jamais. Je suis désolé qu'il ait fallu un procès à 340 millions d'euros pour que je fasse enfin attention, mais je suis reconnaissante que tu m'aies donné une seconde chance, et que tu sois toujours ma sœur, malgré tout. Je me suis levé pour l'embrasser. Toujours, ai-je dit. Quoi qu'il arrive. Plus tard, en rentrant seul chez moi, j'ai repensé au voyage parcouru de la sœur méprisée avec son job de fonctionnaire à la juge fédérale respectée, de la présidence du procès de mon beau-frère à la promotion à la cour d'appel, de l'invisibilité familiale à la reconnaissance. Le succès professionnel était venu en premier. Cela, je pouvais le contrôler, travailler dur, prendre les bonnes décisions, gagner le respect par la compétence et l'intégrité. La reconnaissance familiale avait pris plus de temps. Elle avait exigé qu'ils fassent l'effort de me voir, et que je fasse l'effort de les laisser entrer. Les deux comptaient. Les deux étaient nécessaires. La justice, j'en avais fait l'apprentissage, ne se résumait pas à ce qui se passait dans les salles d'audience. Elle se jouait aussi au sein des familles, quand les gens décidaient enfin de se voir clairement, quand les réussites étaient saluées, quand la valeur était reconnue, et quand l'amour s'accompagnait de compréhension. J'étais juge depuis 8 ans. J'avais rendu des centaines de décisions. J'avais supervisé des dizaines de procès. J'avais été confirmé, désavoué, loué et critiqué. Mais la décision dont j'étais la plus fière ne venait pas de mon siège de magistrat. C'était la décision de donner une autre chance à ma famille, de croire que les gens peuvent changer, grandir, et apprendre à voir ce qu'ils ont manqué. Cela exigeait une forme de justice différente, une justice qui équilibre la responsabilité et la miséricorde, la vérité et la grâce, les limites et le pardon. J'apprenais encore. Nous apprenions tous.